Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Cormac Thorne se réveilla au son d'un bruit qui n'appartenait pas à son monde. Pas le vent raclant la terre craquelée. Pas le gémissement de sa grange en ruine. C'était différent, plus profond, comme si le désert lui-même avait appris à respirer. Il poussa la porte de sa cabane, et la lumière du matin le frappa comme un poing. 1000 guerriers à cheval entouraient sa propriété dans un silence absolu. La poussière restait suspendue dans l'air là où il s'était arrêté. Lance, peinture de guerre, yeux fixés sur le pas de sa porte. Au centre, un homme s'avança seul, portant une coiffe cérémonielle qui captait les premiers rayons de l'aube. Les mains de Cormac devinrent froides, car la personne qui dormait dans sa cabane était la raison de leur venue. 24 heures plus tôt, Cormac pensait à l'eau. Ces 2 derniers bovins s'amaigrissaient, le puits s'asséchait plus vite qu'il ne le devrait, et le ruisseau à 5 km à l'est était son dernier espoir avant que la terre ne le vînt complètement. Il avait déjà tout perdu d'autre. La sécheresse avait pris son troupeau. Les dettes avaient pris sa dignité. La solitude l'avait vidé jusqu'à ce qu'il reconnaisse à peine l'homme qui le regardait dans le miroir fissuré chaque matin. Il sella son cheval avant que le soleil ne dépasse complètement l'horizon. Chevauchant avec 2 gourdes vides et le genre d'épuisement qui vit dans vos os. Le paysage s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Beau dans sa cruauté. Les mésas s'élevaient comme des monuments anciens contre un ciel trop bleu pour qu'on lui fasse confiance. Rien ne bougeait sauf la chaleur. Le ruisseau n'était qu'un filet d'eau lorsqu'il l'atteignit, mais c'était quelque chose. Cormac s'agenouilla à l'ombre d'une formation rocheuse pour remplir ses gourdes. Quand il la vit, il crut d'abord que c'était une ombre. Puis l'ombre bougea. Une femme gisait effondrée contre les rochers à 20 mètres en amont. Son corps tordu à un angle qui lui noua l'estomac. Des cheveux sombres s'étalaient sur le sable. Elle ne bougeait pas. Tout son instinct lui hurlait de partir. Ce n'était pas son problème. S'impliquer dans quoi que ce soit ici pouvait signifier des ennuis qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais ses pieds bougeaient déjà, les gourdes oubliées dans la poussière. Lorsqu'il l'atteignit, il vit le sang en premier. Il avait traversé le cuir de ses vêtements, tachant les perles décoratives sur son épaule. Sa respiration était superficielle, à peine présente. Elle était apache. Il le savait au motif complexe de sa robe, au bracelet en argent à ses poignets, à la façon dont ses cheveux étaient tressés. Ses mains planèrent au-dessus d'elle. Incertain si la toucher pourrait être une erreur qui mettrait fin à sa vie. Ses yeux s'ouvrirent, sombres et féroces malgré la douleur gravée sur son visage. Elle essaya de parler, mais seul un râle sortit. Puis son regard se verrouilla sur le sien. Et quelque chose passa entre eux qu'il ne pouvait nommer. Pas de la confiance, pas tout à fait, mais la reconnaissance d'un désespoir partagé. « Je ne vais pas vous faire de mal », dit Cormac doucement, bien qu'il n'eût aucune idée si elle comprenait. Elle dit quelque chose dans sa langue, les mots serrés par l'agonie. Sa main bougea faiblement vers son flanc, et il vit la blessure correctement pour la première fois. Profonde, récente, le genre qui nécessitait une attention immédiate, où elle ne verrait pas un autre lever de soleil. Cormac regarda le paysage vide autour de lui. Personne ne viendrait l'aider. Personne ne viendrait l'aider à prendre cette décision. Il pensa à son ranch en faillite, à son isolement, à la distance prudente qu'il avait gardée de tout ce qui pourrait compliquer sa survie. Puis il regarda de nouveau son visage, la façon dont elle essayait de ne pas montrer sa peur, et il fit le choix qui amènerait 1000 guerriers à sa porte. Il la souleva aussi doucement qu'il le put. Elle se tendit, un bruit de douleur s'échappant malgré ses efforts pour rester silencieuse. Son poids était léger, mais la porter jusqu'à son cheval lui demanda tout ce qu'il avait. Elle ne résista pas, ce qui lui indiquait à quel point elle était proche de la fin. Il la sécurisa devant lui sur la selle, son corps appuyé contre sa poitrine, et tourna son cheval vers la maison. Le retour sembla interminable. Elle dérivait entre conscience et inconscience, murmurant parfois des mots qu'il ne pouvait comprendre. Sa peau brûlait de fièvre. Tout son instinct lui disait que c'était une erreur, que l'amener à sa cabane invitait la catastrophe. Mais il continua de chevaucher, continua de la tenir fermement, continua de choisir autre chose que la solitude sûre dans laquelle il vivait. Lorsque sa cabane apparut enfin à l'horizon, petite et brisée contre la vaste immensité, il sentit le poids de ce qu'il avait fait s'abattre sur lui. Il n'avait aucun médicament, aucune connaissance en guérison, aucune idée si elle survivrait à la nuit. Mais il n'avait aussi aucune intention de la laisser mourir seule dans la poussière.
Ce qu'il ne savait pas alors qu'il la portait à travers son seuil, c'était que son peuple avait déjà commencé à la chercher et qu'au lever du soleil, il trouverait exactement où elle était. À l'intérieur de la cabane, Cormac la posa sur son lit, le seul meuble pouvant supporter son poids sans s'effondrer. L'espace était petit, dépourvu de tout ce qui ressemblait au confort. Une table avec un pied plus court que les autres. Un poêle qui gardait à peine la chaleur. Des étagères qui contenaient plus de poussière que de provisions. Il vivait comme un fantôme dans sa propre maison, et maintenant il avait quelqu'un qui y mourait. Il déchira des lambeaux de sa chemise la plus propre, remplit un bol d'eau de son dernier seau propre, et s'agenouilla près du lit. Sa respiration avait empiré pendant le trajet. La blessure à son flanc était profonde, rouge de colère sur les bords. Il n'avait aucune formation pour cela. Pas de médicaments, juste de l'eau, du tissu, et tout ce que l'espoir désespéré pouvait fournir. Lorsqu'il toucha sa peau avec le tissu, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le regard qu'elle lui lança était un pur instinct de survie. Sa main jaillit et attrapa son poignet avec une force surprenante, ses doigts s'enfonçant assez fort pour faire mal. Elle dit quelque chose dans sa langue, tranchant et impérieux. Il ne pouvait pas comprendre les mots, mais le sens était clair, « Ne me touche pas ». « J'essaie d'aider », dit Cormac, gardant sa voix égale. Il fit un geste vers la blessure, puis vers l'eau, puis revint vers elle lentement, délibérément, lui montrant ses mains vides. Elle l'observa avec l'intensité de quelqu'un calculant combien de combats il lui restait. Sa prise sur son poignet se desserra légèrement, mais elle ne lâcha pas. Ses yeux allèrent de son visage au bol d'eau, au tissu déchiré, puis revinrent à son visage, le lisant, décidant s'il était une autre menace ou quelque chose d'entièrement différent. Il resta parfaitement immobile, la laissant faire le choix. Sa respiration était laborieuse, chaque inspiration un effort visible. La fièvre empirait. S'il ne nettoyait pas la blessure bientôt, la décision serait prise pour eux deux par l'infection se propageant dans son corps. Finalement, sa main relâcha son poignet. Elle ne hocha pas la tête ni ne donna aucun signe de permission, mais elle détourna la tête, exposant la vulnérabilité de son profil. C'était la chose la plus proche de la confiance qu'elle pouvait offrir. Cormac travailla soigneusement, nettoyant la blessure aussi doucement qu'il savait le faire. Elle se tendait à chaque contact, mais n'émettait aucun son. Le silence entre eux était lourd de choses qu'aucun des deux ne pouvait dire. Lorsqu'il pressa le tissu contre la partie la plus profonde de la blessure, sa main trouva le bord du cadre du lit et le serra assez fort pour que ses jointures blanchissent. « Je sais que ça fait mal, » dit-il doucement. Même si elle ne pouvait pas le comprendre. Parfois parler aidait. Parfois c'était la seule chose qui rendait l'isolement supportable. Le travail prit plus de temps qu'il ne l'avait prévu point à un moment où il eut enveloppé la blessure avec les bandes les plus propres qu'il avait, ses mains tremblaient de concentration. Elle s'était évanouie de nouveau quelque part au milieu, son corps cédant finalement à l'épuisement et à la douleur. Il tira sa seule couverture élimée sur elle et recula pour regarder ce qu'il avait fait. Ce n'était pas assez. Il savait que la blessure avait besoin de vrais médicaments, de vrais soins, mais c'était tout ce qu'il avait à donner. Il traîna sa chaise dans le coin de la pièce où il pouvait surveiller à la fois elle et la porte. Dormir n'était pas une option. Pas avec son état instable. Pas avec la connaissance que quelque part dehors, son peuple la cherchait. Il avait fait son choix lorsqu'il l'avait ramassée dans ce ruisseau. Et maintenant, il devait vivre avec tout ce qui viendrait ensuite. À travers la petite fenêtre, il pouvait voir les étoiles commencer à apparaître. La nuit s'étirait devant lui, pleine de questions auxquelles il ne pouvait répondre. Survivrait-elle jusqu'au matin? Si elle le faisait, et ensuite? Et la question qui revenait sans cesse, celle qui lui serrait la poitrine avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer, qu'il avait blessé assez gravement pour la laisser mourir seule dans le désert? Elle remua dans son sommeil, murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. Son visage, même dans la douleur, avait une beauté féroce qui le fit détourner le regard. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de faire ce qui était juste quand personne ne regardait. C'est ce qu'il se dit alors qu'il s'installait pour la longue nuit à venir. Mais quelque part entre minuit et l'aube, tout ce qu'il pensait comprendre sur le bien et le mal allait changer. Elle se réveilla lorsque la première lumière toucha la fenêtre, et cette fois ses yeux étaient plus clairs. La fièvre n'était pas tombée, mais quelque chose avait changé. Elle le regarda assis dans le coin, toujours éveillé, toujours vigilant, et son expression changea. Pas de la douceur exactement, mais la reconnaissance qu'il était resté. Cormac se leva lentement, son dos protestant contre la chaise. Il pointa le seau d'eau, puis elle, levant les sourcils en question.
Elle hésita, puis fit un petit signe de tête. Lorsqu'il porta la tasse à ses lèvres, elle but profondément, l'eau coulera sur son menton. Il l'essuya sans réfléchir, et elle tressaillit, mais ne se recula pas. « Tu as besoin de manger, dit-il, se dirigeant déjà vers le poêle. Il avait de la viande séchée, rien de frais, des haricots qui étaient là depuis trop longtemps. Il réchauffa ce qu'il put, conscient de ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Lorsqu'il lui apporta l'assiette, elle la regarda avec une méfiance évidente. Il prit un morceau de viande et le mangea lui-même, lui montrant que c'était sans danger. Elle le regarda mâcher, avaler, et seulement alors tendit la main vers la nourriture. Ses mains tremblaient sous l'effort. Mais elle mangea lentement, délibérément. La fierté l'empêchait de montrer à quel point elle était vraiment faible. Pendant qu'elle mangeait, Cormac changea le pansement de sa blessure. Le saignement s'était arrêté, ce qui était quelque chose. La peau autour était toujours enflammée, mais pas pire qu'avant. De petites victoires. Il les comptait parce qu'elles étaient tout ce qu'il avait. Lorsqu'il leva les yeux, elle étudiait son visage avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle toucha sa poitrine et dit un mot. Aïta. Son nom. Elle lui disait son nom. Il toucha sa propre poitrine. Cormac. Elle le répéta, les syllabes étranges dans sa bouche. Cormac. Puis elle pointa la blessure, les bandages, et dit quelque chose de plus long dans sa langue. Il ne comprit pas les mots, mais le ton portait du poids. De la gratitude peut-être, ou la reconnaissance d'une dette. Elle fit un geste vers la porte, puis fit un grand mouvement de la main. Beaucoup. Elle lui disait quelque chose sur des gens, son peuple. Son visage devint sérieux, urgent. Elle se pointa elle-même, puis l'horizon visible par la fenêtre, puis leva plus de doigts qu'il ne pouvait compter rapidement. Son estomac se noua. Il te cherche. Elle hocha la tête, comprenant son ton, même si ce n'était pas ses mots. Puis elle fit quelque chose qui arrêta son cœur. Elle tendit la main et toucha la sienne juste brièvement. Et quand elle se recula, il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu auparavant. De l'inquiétude. Pas pour elle-même. Pour lui. Je sais, dit-il doucement. Je sais ce que je risque. Ils restèrent comme ça. Deux personnes de mondes différents, assis dans une cabane qui pouvait à peine tenir contre le vent, se comprenant de la seule manière disponible. Pas de langue commune, juste la gravité de ce qui arrivait. Plus tard, lorsqu'elle dormit à nouveau, Cormac se tint à la fenêtre et regarda la terre vide. Quelque part là-bas, des guerriers traquaient leur fille disparue, leur sœur, ou qui qu'elle fût pour eux. Quand ils trouveraient cet endroit, quand ils la verraient ici avec lui, aucune bonne intention ne compterait. Ils verraient un colon avec une de leurs femmes, et ils tireraient la conclusion que les hommes en guerre tirent toujours. Il aurait dû la laisser au ruisseau. Cela aurait été le choix intelligent, le choix sûr. Laisser la nature décider de son sort et garder sa propre vie simple et solitaire. Mais quand il regarda sa forme endormie, le soulèvement régulier de sa respiration qu'il s'était battu pour préserver, il sut qu'il ferait le même choix à nouveau. Ce qui lui faisait peur n'était pas la venue des guerriers. C'était de réaliser que quelque part dans la dernière journée et la nuit, elle avait cessé d'être une étrangère qu'il aidait. Elle était devenue quelqu'un qu'il ne pouvait imaginer laisser partir. Et d'après la façon dont elle l'avait regardé ce matin, d'après ce bref contact de sa main, il soupçonnait qu'elle sentait quelque chose changer aussi. Mais les sentiments ne signifiaient rien face à ce qui chevauchait vers eux. Il lui avait acheté un jour de vie de plus, peut-être deux. Quand son peuple arriverait, il la reprendrait et il retournerait à sa solitude. C'était la seule fin que cela pouvait avoir. À moins que tout ne se passe pire qu'il ne l'imaginait, à moins qu'il ne décide que son aide ressemblait à quelque chose de plus sombre, à moins que le prix pour sauver sa vie soit de perdre la sienne. La deuxième nuit tomba lourde et épaisse. La fièvre d'Aïta monta en flèche à mesure que l'obscurité venait, et Cormac se retrouva à presser des linges frais sur son front toutes les heures, regardant son corps livrer des batailles qu'il ne pouvait pas voir. Elle dérivait entre le sommeil et l'éveil, parlant parfois rapidement dans sa langue, d'autres fois devenant complètement immobile d'une manière qui le terrifiait. Vers minuit, ses yeux s'ouvrirent clairs et concentrés. Elle le regarda avec une urgence qui le fit se pencher plus près. Elle attrapa sa chemise, le tirant vers le bas pour que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Puis elle commença à gesticuler frénétiquement, pointant la porte, l'obscurité au-delà, mimant des cavaliers sur des chevaux. Ses mains bougeaient vite, lui montrant des nombres.
Beaucoup de cavaliers arrivent bientôt. Demain, dit-il, comprenant. Ils seront là demain. Elle hocha la tête, puis fit quelque chose qui le frappa plus fort que n'importe quel mot. Elle poussa sur sa poitrine, pas fort, mais avec insistance. Elle le pointa, puis la porte, puis fit un mouvement comme pour courir. Son visage était désespéré. Elle lui disait de partir, de se sauver tant qu'il le pouvait encore. Cormac attrapa ses mains dans les siennes, arrêtant les gestes frénétiques. Non. Elle tira contre sa prise, ses yeux écarquillés par quelque chose proche de la panique. Elle dit son nom, la prononciation encore rugueuse mais indubitable. Cormac. Puis elle secoua la tête violemment, pointant de nouveau la porte. Le message était clair. Quand ils viendront, ils te feront du mal. Par maintenant. Je ne te laisse pas, dit-il. Et même si elle ne pouvait pas comprendre les mots, son ton portait le sens. Il tint sa main fermement entre les siennes, croisant son regard. Je ne pars pas. Quelque chose se brisa dans son expression. Puis le masque de guerrière qu'elle portait se fissura, et ce qui apparut était brut et humain. Ses yeux brillèrent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle dit quelque chose dans sa langue, doux et peiné, et il souhaita plus que tout pouvoir comprendre. Puis elle fit quelque chose qui changea tout entre eux. Elle leva une main et toucha son visage, sa paume reposant contre sa joue avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Son pouce bougea légèrement, un geste si doux qu'il ressemblait à une question et une réponse à la fois. Ses yeux cherchaient les siens, et ce qu'il y vit correspondait à ce qui grandissait dans sa propre poitrine. Cette chose impossible, incommode, dangereuse qui avait grandi entre eux en moins de 2 jours. Il couvrit sa main de la sienne, la tenant contre son visage. Ils restèrent comme ça, figés dans un moment qui ne pouvait pas durer, ne devrait pas exister, mais existait quand même. 2 personnes de côtés opposés d'une guerre invisible, trouvant quelque chose qu'aucun des deux n'avait cherché. Aïta, dit-il, juste son nom, et elle ferma les yeux comme si l'entendre faisait mal. Lorsqu'elle retira sa main, elle la pressa contre sa propre poitrine sur son cœur et dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais, même s'il ne pouvait pas le traduire. Le poids des mots resta suspendu dans l'air entre eux, comme une promesse ou un adieu. Peut-être les deux. Elle se rallongea, épuisée par l'effort. Mais cette fois, quand ses yeux se fermèrent, il y avait de la paix sur son visage. Elle lui faisait confiance. Malgré tout, malgré ce qui arrivait, elle lui faisait confiance pour monter la garde pendant qu'elle dormait. Cette confiance était plus lourde que toute responsabilité qu'il avait jamais portée. Cormac retourna à sa chaise, mais la tira plus près du lit, assez près pour entendre sa respiration, assez près pour l'atteindre si la fièvre montait encore. Il s'assit dans l'obscurité, écoutant les bruits de la nuit dehors, sachant que chaque heure rapprochait l'aube, les rapprochait. Il avait choisi cela. Lorsqu'il l'avait ramassé dans ce ruisseau, il avait choisi chaque conséquence qui suivait. Et assis là maintenant, la regardant dormir paisiblement pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, il savait qu'il le choisirait à nouveau. Même en sachant ce que l'aube apporterait, même en sachant que le soleil levant pourrait être le dernier qu'il verrait. Parce que quelque part dans cette cabane, dans ses heures volées, il avait trouvé quelque chose qu'il pensait perdu pour lui à jamais. Un but, une connexion, le sentiment que sa vie signifiait quelque chose au-delà de simplement survivre un autre jour. Quoi qu'il arrive avec le lever du soleil, au moins il avait eu ça. Au moins il avait su ce que cela faisait de compter pour quelqu'un. La nuit s'étira. Cormac ne dormit pas. Il regarda les étoiles bouger à travers la fenêtre, comptant les heures jusqu'à ce que tout change. Et lorsque la première lumière grise commença à toucher l'horizon, il se leva et marcha vers la porte, sachant que de l'autre côté, son jugement chevauchait déjà vers lui. Le son vint juste comme le soleil touchait le bord du monde. Pas le tonnerre, pas le vent, quelque chose d'entièrement différent, un grondement sourd qui devint régulièrement plus fort jusqu'à ce que les murs de la cabane commencent à vibrer. Cormac se leva de sa chaise, son cœur battant déjà la chamade avant que son esprit ne rattrape ce que ses oreilles lui disaient. Des bruits de sabots. Des centaines, peut-être des milliers. Il se déplaça vers la fenêtre et regarda ce qui aurait dû être un désert vide. Au lieu de cela, il vit l'impossible devenir réel. Des guerriers à cheval se matérialisèrent de toutes les directions, émergeant de la lumière de l'aube comme quelque chose conjuré de la terre elle-même. Mais ce n'était pas une vision. C'était de la chair et du sang et un but délibéré. Ils chevauchaient en formation, s'étalant en un cercle parfait qui enfermait complètement sa propriété. Pas de brèche, pas de voie d'évasion,
juste un mur ininterrompu de guerriers montés qui s'étendait plus loin qu'ils ne pouvaient voir dans la lumière tamisée. Le souffle de Cormac s'arrêta dans sa poitrine. Il avait su qu'il venait. Aïta l'avait prévenu, mais savoir et voir étaient des univers différents. Ce n'était pas une équipe de recherche. C'était une nation. Derrière lui, Aïta remua sur le lit. Il l'entendit halter. Un son de reconnaissance et d'effroi mélangés. Elle essaya de s'asseoir et il bougea pour l'aider sans réfléchir. Elle agrippa son bras, fixant au-delà de lui la fenêtre, son visage devenu pâle sous la rougeur de la fièvre. « Tout va bien, » dit-il, même si rien dans tout cela n'allait bien. Elle secoua la tête, disant quelque chose de rapide dans sa langue. Sa prise sur son bras se resserra. Elle essayait de se lever, essayant de se positionner entre lui et la porte, le protégeant. Même maintenant, à peine capable de rester debout, elle essayait de le protéger. « Reste ici, » dit-il doucement mais fermement, la repoussant sur le lit. « Laisse-moi gérer ça. » Elle attrapa sa main avant qu'il ne puisse se retirer, la tenant entre les deux siennes. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens, et en eux il vit la peur. Pas pour elle-même, pour lui. Elle dit son nom une fois de plus, et tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans sa langue était là dans la façon dont elle s'accrochait à lui. Il serra ses mains une fois, puis la lâcha. Il ne restait plus rien à faire que d'affronter ce qu'il avait attiré sur lui-même. Il traversa vers la porte, ses jambes plus stables qu'il ne l'espérait. La peur faisait des choses étranges à un homme. Parfois elle vous figeait. Parfois elle brûlait tout le reste jusqu'à ce qu'il ne reste que la clarté. Les gonds de la porte grincèrent lorsqu'il la poussa. Le son sembla obscènement fort dans le silence qui était tombé sur les guerriers assemblés. Cormac sortit sur le petit porche et la lumière du matin le frappa en plein visage. Il dut protéger ses yeux pour voir ce qui l'entourait. Le cercle de guerriers s'étendait dans toutes les directions, des centaines de rangs, peut-être 1000, peut-être plus. Chacun d'eux était assis immobile sur son cheval, arme prête mais non levée. Peinture de guerre, armure de cuir, lance qui captait la lumière de l'aube. C'était une démonstration de force au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Ils auraient pu l'effacer de l'existence avec un seul ordre, et toutes les personnes présentes le savaient. Au centre de la formation, directement devant sa cabane, un homme s'avança. Il était plus âgé que les autres, son visage marqué de lignes qui parlaient de batailles survécues et d'autorité gagnée. Une coiffe cérémonielle reposait sur sa tête, des plumes s'étendant vers le ciel. Tout en lui commandait le respect. C'était un chef, possiblement le chef. L'homme arrêta son cheval à 6 mètres du porche de Cormac. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et Cormac sentit le poids de ce regard mesurant chaque partie de lui, jugeant, calculant, décidant. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le désert retenait son souffle. Cormac ne chercha pas l'arme qu'il n'avait pas. N'essaya pas de courir. Il resta juste là, un pauvre éleveur en vêtements déchirés, affrontant une armée à cause d'un choix qu'il avait fait près d'un ruisseau asséché. Si c'était ainsi que son histoire se terminait, au moins elle se terminerait debout. Le chef fit un geste et 2 guerriers mirent pied à terre. Ils marchèrent vers la cabane avec détermination et Cormac sut exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Ils étaient ici pour ramener Aïta à la maison. La question brûlant dans sa poitrine, celle qui déterminerait s'il verrait un autre coucher de soleil, était simple et brutale. Le verrait-il comme l'homme qu'il avait sauvé ou l'homme qu'il avait prise? Les 2 guerriers passèrent devant Cormac sans le regarder. Leur attention entièrement sur la porte de la cabane. Il s'écarta, les laissant entrer. Que pouvait-il faire d'autre? Essayer de les arrêter et mourir là où ils se tenaient. C'était toujours ainsi que cela allait finir. Il l'avait su dès le moment où il avait soulevé Aïta du lit du ruisseau. À l'intérieur, il entendit la voix d'Aïta, vive d'émotion. Du soulagement peut-être, ou de la colère d'être trouvé. Les guerriers lui parlaient rapidement, leurs tons urgents et interrogateurs. Cormac ne pouvait pas comprendre les mots, mais il entendait l'inquiétude en dessous. C'étaient des gens qui se souciaient d'elle, des gens qui avaient cherché désespérément. Le chef resta à cheval, observant Cormac avec une expression qui ne trahissait rien. Les minutes passèrent comme des heures. Les guerriers assemblés tenaient leur position, un mur vivant de jugement attendant un signal. Les mains de Cormac pendaient à ses côtés, vides et inutiles. Tout ce qui comptait se passait dans cette cabane. Dans des mots qu'il ne pouvait comprendre. Puis les 2 guerriers émergèrent et entre eux ils aidaient Aïta à marcher dans la lumière du matin. Elle était faible, s'appuyant lourdement sur leur soutien, mais elle était vivante,
consciente. Les bandages que Cormac avait enveloppés étaient visibles sous ses vêtements déchirés. Preuve de soin ou preuve d'autre chose, selon la façon dont il choisirait de le voir. Au moment où le chef la vit, toute sa posture changea. Le soulagement inonda son visage, suivi immédiatement par la fureur. Il mit pied à terre en un mouvement fluide et marcha vers elle. Aïta dit quelque chose rapidement, faisant un geste vers Cormac, mais l'attention du chef était fixée sur ses blessures. Sa main bougea pour examiner le pansement, son expression devenant plus sombre. Puis ses yeux coupèrent vers Cormac, et en eux se trouvait une question qui pouvait tuer. « Est-ce toi qui lui as fait ça ?» Cormac tint bon, rencontrant ce regard mortel sans tressaillir. Les mots ne le sauveraient pas maintenant. Seule la vérité le ferait. Et la vérité était écrite dans les blessures d'Aïta et son visage épuisé et la cabane qui sentait la fièvre et les soins désespérés. Aïta attrapa le bras du chef. Tirant son attention vers elle, elle parla rapidement, avec insistance, pointant Cormac puis elle-même. Sa voix devint plus forte malgré sa faiblesse. Portant un ton qui exigeait d'être entendu, elle le défendait, leur disant ce qu'il avait fait. L'expression du chef changea, la confusion remplaçant une partie de la colère. Il se tourna vers Cormac et parla, sa voix grave et impérieuse. Les mots étaient apaches, dénués de sens pour les oreilles de Cormac. Mais l'attente était claire. « Explique-toi. »« Je l'ai trouvée mourante près du ruisseau, » dit Cormac, sachant que l'homme ne comprenait probablement pas, mais ayant besoin de le dire quand même. « Je l'ai amenée ici, nettoyer ses blessures, donner de l'eau et de la nourriture. C'est tout. » Le chef l'étudia un long moment, puis regarda de nouveau Aïta. Elle hocha la tête, parlant encore dans sa langue. Quoiqu'elle ait dit fit légèrement lever les sourcils du chef. Il lui demanda quelque chose, son ton vif d'incrédulité. Elle répondit fermement, sa main bougeant pour toucher son côté bandé, puis faisant un geste vers Cormac à nouveau. Le silence qui suivit ressemblait au fait de se tenir au bord d'une falaise. Le chef marcha lentement vers Cormac, fermant la distance jusqu'à ce qu'il soit à une longueur de bras l'un de l'autre. De près, Cormac pouvait voir que la peinture de guerre était fraîche, appliquée avec un but, cet homme était venu préparé pour la violence si nécessaire. Sa main reposait sur le couteau à sa ceinture. « Tu es Cormac », dit le chef dans un anglais fortement accentué mais clair. Et la surprise faillit faire reculer Cormac. Les lèvres de l'homme se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Aïta me dit que tu as sauvé sa vie quand tu aurais pu la laisser mourir. Que tu es resté éveillé 2 nuits pour surveiller sa fièvre. Que tu lui as donné ton lit et ta nourriture alors que tu as peu de l'un ou de l'autre. » Cormac hocha lentement la tête, incertain de la direction que cela prenait. Le chef continua, ses yeux ne quittant jamais le visage de Cormac. « Elle me dit que tu as fait cela en n'attendant rien, sachant que cela pourrait tout te coûter. » Il fit une pause, et le poids de ce qui vint ensuite resta suspendu dans l'air comme de la fumée. « Ma sœur ne ment pas, mais je dois voir par moi-même si tu es ce qu'elle prétend, ou si tu es habile avec les mots et les gestes gentils qui cachent des intentions plus sombres. »« Sœur. » Le mot frappa Cormac comme un coup physique. Aïta était la sœur de cet homme, ce qui signifiait que l'armée entourant sa cabane n'était pas juste des guerriers. C'était la famille. Une nation entière de familles venues réclamer l'une des leurs. Le chef plaça sa main sur l'épaule de Cormac. La prise assez ferme pour le maintenir en place. « Je suis Nathan, et toi, pauvre éleveur, tu as créé une dette qui doit être répondue. » La main de Nathan resta sur l'épaule de Cormac. Le poids de celle-ci portant à la fois menace et possibilité. Le silence s'étira entre eux tandis que des centaines de guerriers regardaient, attendant le jugement de leur chef. Un mot de Nathan pouvait tout finir. Un geste pouvait transformer ce moment en violence à laquelle Cormac n'avait aucun espoir de survivre. « Montre-moi, » dit Nathan, relâchant enfin sa prise et faisant un geste vers la cabane. « Montre-moi où tu as gardé ma sœur. » Cormac le conduisit à l'intérieur, très conscient de l'aspect pauvre de tout cela à travers les yeux d'un autre homme. La pièce unique avec ses meubles cassés. Les étagères vides. Le lit où Aïta avait dormi, toujours défait. La couverture tachée par la sueur de sa fièvre. Des preuves de pauvreté partout. Des preuves de lutte, mais aussi des preuves de soin. Nathan marcha lentement à travers l'espace, absorbant chaque détail. Il prit le bol que Cormac avait utilisé pour l'eau, examina les lambeaux de tissu déchirés qui étaient devenus des bandages, passa sa main sur la couverture. Son expression ne révélait rien, mais ses yeux ne manquaient rien.
Il ouvrit le petit placard où Cormac gardait ses provisions alimentaires. Voyant le peu qu'il restait. 2 boîtes, quelques haricots séchés. À peine assez pour une personne, encore moins 2. Tu lui as donné ta nourriture, dit Nathan. Ce n'était pas une question. Elle en avait plus besoin que moi. Nathan se tourna pour lui faire face complètement. Tu lui as donné ton lit, ta couverture, ton eau. Tu es resté éveillé pour veiller sur elle. Il fit une pause. Son regard intense. Pourquoi? La question resta suspendue dans l'air comme quelque chose de vivant. Cormac pouvait sentir le poids de la réponse correcte comptant plus que tout ce qu'il avait jamais dit. Mais la vérité était plus simple que n'importe quel mot prudent ne pouvait la rendre. Parce qu'elle mourait et que je pouvais aider. C'est tout. C'est tout, répéta Nathan, son ton illisible. Il marcha vers la fenêtre et regarda ses guerriers, la démonstration de force qui entourait cette minuscule cabane. Puis il se tourna de nouveau vers Cormac. Sais-tu ce qui se serait passé si tu l'avais laissé là? Si tu avais choisi ta propre sécurité plutôt que la vie d'une étrangère? Elle serait morte. Oui. Ma sœur serait morte seule dans la poussière et nous aurions trouvé son corps des jours plus tard. La mâchoire de Nathan se serra. Notre peuple aurait supposé que des colons l'avaient tué. Nous aurions cherché vengeance contre chaque colonie à moins de 3 jours de cheval. Le sang aurait répondu au sang. Il s'approcha. Ta gentillesse n'a pas seulement sauvé une vie. Elle en a sauvé des centaines. L'implication s'installa sur Cormac comme un poids qu'il ne savait pas qu'il portait. Son choix près du ruisseau avait changé plus qu'il ne l'avait compris. Nathan appela dans sa langue et immédiatement 3 guerriers entrèrent dans la cabane. Il leur parla rapidement, faisant un geste vers la pièce, vers Cormac, vers les provisions. Ils hochèrent la tête et partirent rapidement. Cormac n'avait aucune idée de ce qui venait d'être ordonné et le fait de ne pas savoir lui serrait la poitrine. Ma sœur me dit autre chose, poursuivit Nathan, sa voix plus basse maintenant, presque prudente. Elle dit que tu n'as rien demandé, rien attendu. Que lorsqu'elle a essayé de te prévenir de courir, tu as refusé de la laisser. Ses yeux cherchèrent le visage de Cormac. Elle dit que tu es différent des autres colons qu'elle a connus. Je suis juste un homme qui essaie de survivre ici comme tout le monde. Non, dit Nathan fermement. Tu es un homme qui a choisi la pitié quand la peur aurait été plus facile. Qui a choisi de tout risquer pour quelqu'un que tu ne connaissais pas, d'un peuple que tu avais raison de craindre. Il plaça sa main sur sa poitrine. Dans ma culture, de telles actions créent une dette qui ne peut être ignorée. Tu as sauvé la fille de notre chef spirituel, la sœur de notre chef de guerre. Tu l'as honorée par tes soins alors que tu aurais pu la déshonorer par négligence ou pire. Dehors, Cormac pouvait entendre du mouvement, des voix appelant, des chevaux étant menés plus près. Quelque chose se passait, mais Nathan retenait complètement son attention. Je suis venu ici prêt à trouver ma sœur tenue captive ou morte, admit Nathan. Je suis venu prêt à délivrer la justice par le sang et le feu. Au lieu de cela, je trouve un pauvre éleveur qui a donné tout ce qu'il avait pour sauver une vie qu'il n'avait pas à sauver. Il tendit la main vers Cormac, le geste formel et lourd de sens. Tu as fait de nous tes débiteurs, Cormac Thorne, et nous remboursons toujours nos dettes. Cormac prit sa main, et quelque chose de fondamental changea dans l'air du matin. Ce qui se passa ensuite resterait avec Cormac pour le reste de sa vie. Nathan le mena dehors, et le soleil du matin était maintenant complètement levé, peignant tout en or. À son geste, des guerriers commencèrent à avancer, menant des chevaux chargés de provisions. Pas un ou deux. Des douzaines. Ils les amenèrent à la propriété de Cormac en un flot continu. Des chevaux forts qui pouvaient travailler la terre ou porter un cavalier pendant des jours. Des couvertures tissées avec des motifs qu'ils n'avaient jamais vus. De la viande séchée qui durerait tout l'hiver. Des outils qui brillaient au soleil, meilleurs que tout ce qu'il avait possédé. Des pots en argile remplis de céréales. Des bourses en cuir lourdes de quelque chose qu'il ne pouvait identifier mais qu'il soupçonnait être précieux. Il continuait de venir, guerrier après guerrier, jusqu'à ce que sa petite propriété soit entourée de plus de richesses qu'il n'en avait vu dans toute sa vie. Cormac restait sans voix, regardant son ranch en faillite se transformer sous ses yeux. Le bétail qu'il avait perdu pouvait être remplacé maintenant. Le puits qui s'asséchait pouvait être réparé. La solitude qui le rongeait vivant avait été interrompue par quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'il sentait s'installer dans sa poitrine comme de la chaleur. « C'est trop », dit-il à Nathan, sa voix rauque d'une émotion à laquelle il n'était pas préparé.
C'est ce qui t'est dû, répondit simplement Nathan. Tu as donné la vie à ma sœur quand elle n'en avait plus. Nous te donnons les moyens de continuer la tienne. Un mouvement à la porte de la cabane attira l'attention de Cormac. Deux guerriers aidaient Aïta à sortir dans la lumière. Elle était plus forte maintenant, capable de se tenir debout avec moins de soutien, mais toujours faible de son épreuve. Ses yeux trouvèrent Cormac immédiatement, et tout ce qu'il avait essayé de ne pas ressentir s'écrasa sur lui comme une inondation. Elle parla aux guerriers qui lui tenaient les bras, et ils la relâchèrent prudemment. Elle marcha vers Cormac lentement, chaque pas délibéré malgré sa faiblesse. Lorsqu'elle l'atteignit, ils se tinrent face à face au milieu du chaos organisé, les guerriers bougeant autour d'eux comme l'eau coulant autour des pierres. Elle tendit la main et prit ses deux mains dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes, solides, réelles. Elle dit quelque chose dans sa langue, sa voix stable malgré l'émotion claire dans ses yeux. Puis elle le répéta dans un anglais cassé. Des mots qu'elle avait dû apprendre de quelqu'un de sa tribu. Merci. Tu me donnes la vie. Il voulait lui dire que ce n'était rien, que n'importe qui aurait fait la même chose. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. La plupart des hommes l'auraient laissé là. La plupart des hommes auraient choisi la peur plutôt que la compassion. Il avait choisi différemment, et cela l'avait amené à ce moment impossible. « Je suis content que tu ailles bien, dit-il, et les mots semblaient trop petits pour ce qu'il portait. Elle sourit alors, triste et sincère à la fois. Elle relâcha une de ses mains et toucha son visage à nouveau, comme elle l'avait fait dans la cabane durant les heures sombres. Son pouce traça sa pommette, un geste d'affection et d'adieu combiné. Elle dit autre chose dans sa langue. Et même s'il ne pouvait pas comprendre les mots, il comprit le sens. « Au revoir. »« Au revoir, Aïta, » dit-il doucement. Elle recula et les guerriers furent là immédiatement pour la soutenir. Nathan plaça sa main sur l'épaule de Cormac une dernière fois. « Tu auras toujours un passage sur à travers nos terres, » dit Nathan. « Et si tu es jamais dans le besoin, envoie un mot. Nous n'oublions pas nos dettes ni nos amis. » Puis ils montèrent sur leurs chevaux. Aïta fut soulevée avec précaution sur l'un d'eux à côté d'un guerrier qui la garderait stable. Le cercle massif de cavaliers commença à bouger, se reformant en colonnes qui s'étendaient à travers le désert. Cormac les regarda partir, regarda Aïta jeter un coup d'œil par-dessus son épaule une fois avant de regarder devant elle. Le son de 1000 chevaux s'estompa progressivement jusqu'à ce que seule la poussière reste dans l'air, captant la lumière du matin. Cormac se tenait seul devant sa cabane, entouré de cadeaux qui changeraient sa vie, et sentit le poids de ce qui s'était passé s'installer dans ses os. Il était toujours pauvre selon toute mesure qui comptait pour le monde. Mais il était plus riche qu'il ne l'avait été il y a 3 jours d'une manière qui ne pouvait pas être comptée. Il avait appris que la pitié pouvait être sa propre récompense, que la gentillesse pouvait combler des distances impossibles, que parfois faire la bonne chose quand personne ne regardait amenait le monde entier à en être témoin. À l'aube, Cormac regarda les provisions, les chevaux, la preuve de l'honneur remboursée. Puis il regarda l'horizon où Aïta avait disparu. Il avait sauvé sa vie, et elle avait sauvé quelque chose en lui qu'il ne savait pas être en train de mourir. Ils étaient, même maintenant, tous deux transformés par une rencontre fortuite près d'un ruisseau asséché. Il se retourna vers sa cabane, prêt à commencer à reconstruire ce que le désert avait essayé de lui prendre. La solitude reviendrait finalement, mais pour l'instant, il avait un but. Il avait des ressources, et il avait une histoire. Il porterait pour le reste de sa vie l'histoire de la nuit où il avait veillé sur quelqu'un qui comptait et de l'aube qui avait amené 1000 guerriers pour dire merci. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le courage et le destin se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.